Voilà, le sujet du jour, c'est imagerie et stratégie thérapeutique dans l'AOMI, artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc juste un petit rappel de ce que c'est que l'AOMI et de la classification. On distingue deux grandes classes, l'ischémie d'effort et l'ischémie critique chronique ou de repos. Donc les paramètres qui vont influer la stratégie et l'imagerie sont les performances de ces différentes techniques d'imagerie, la disponibilité de ces techniques, l'expérience des opérateurs, et puis à quel stade d'AOMI on va s'adresser et quel niveau de lésion on peut envisager sur l'examen clinique et les données cliniques. Donc soit on aura une ischémie d'effort en fonction de la hauteur de la lésion, soit ischémie permanente critique ou ischémie aiguë, c'est un autre registre, mais on en parlera quand même. Donc les différents modes d'imagerie, bien sûr. Donc voilà, les avantages et inconvénients de chaque imagerie. Donc on connaît bien les avantages de l'écho-doppler non invasif, disponible, et qui donne des données hémodynamiques en plus du morphologique, de l'examen de la paroi. C'est opérateur dépendant, donc on dit toujours, mais tout est opérateur dépendant, mais on peut dire que là particulièrement quand même. Et puis il y a quand même des limites chez le patient obèse, très calcifié, plein de gaz, ça peut être difficile à l'étage aorto-iliaque. Ensuite, bien sûr, on a l'angioscanner, qui est quasiment l'examen maintenant de référence, qui est peu invasif, avec une très bonne résolution spatiale, une bonne disponibilité, des images avec reconstruction possible, bonne sensibilité, spécificité, mais avec bien sûr l'écueil de l'irradiation, de l'iode et du coup, et puis des difficultés d'exploration en cas de grosse calcification, et en particulier au niveau des axes infrapoplités. Et puis on a l'angio-IRM, qui lui est peu invasif, qu'on va plutôt réserver aux patients insuffisants rénal, avec des reconstructions qui peuvent être rapides, aussi en 2D, 3D, qui sera moins sensible aux calcifications, et qui nécessite quand même des antennes spécifiques, en particulier à l'étage jambier. Autre problème, bien sûr, les artefacts et la difficulté d'examiner les patients avec déjà des stents en place. On aura du mal à visualiser la lumière de ces stents. Et puis l'examen de référence, mais qu'on va plus faire en test diagnostic, mais qui sera plutôt à visée maintenant thérapeutique, c'est l'artériographie, avec une excellente résolution spatiale, en particulier au niveau jambier, et puis bien sûr l'écueil d'un acte invasif avec rayon, iode, et donc ponction artérielle et les complications liées à l'abord. Donc voilà, ce sont les quatre outils d'imagerie, de diagnostic, qu'on va utiliser un peu différemment selon les territoires et les patients. Donc pour ce qui est de l'ischémie d'effort, on est orienté tout de suite par le siège de la douleur, de la claudication. Si elle se situe au niveau de la fesse, de la cuisse, puis du mollet, on est plutôt sur des lésions hautes aorto-iliaques communes. Une claudication suspendue au niveau de la fesse, c'est pas forcément une sciatique, ça peut aussi être une sténose de l'iliaque interne. Cuisse plus mollet, ça peut être iliaque externe ou fémorale commune. Les mollets uniquement, c'est les taches fémoropoplitées, et puis des douleurs au niveau des pieds, des crampes au niveau de la semelle plantaire, plutôt les artères jambières, en particulier on pensera aux diabétiques. Donc dans les recommandations de l'ESC, le Doppler est l'examen en première ligne, puis ensuite quand on veut faire une bonne caractérisation, on pourra avoir recours à l'angioscanner ou à l'IRM. Donc les recommandations qui sont faites là par la Société française de médecine vasculaire et la Société de chirurgie vasculaire et endovasculaire française, c'est bien sûr de la même façon l'écho-Doppler en première intention, et puis recherche d'anévrisme de l'aorte, bien sûr, on ne va pas se limiter à l'examen sous-inguinal, on fait un dépistage par la même occasion de l'anévrisme, et pas d'imagerie invasive en diagnostic, pas d'artério-diagnostic. Donc quand on a décidé de faire un geste sur ces patients en ischémie d'effort, et qu'un geste soit chirurgical, soit endovasculaire est envisagé, écho-Doppler, si l'examen est vraiment complet et vraiment contributif, fiable, qu'on a bien défini le site de la lésion et on l'a bien caractérisé, on peut passer d'emblée au traitement endovasculaire.
Et il y a des équipes, comme les équipes lyonnaises, qui font 80% de leur chirurgie vasculaire que sur l'écho-Doppler, avec une équipe entraînée et qui a confiance mutuelle. Par contre, quand l'examen est difficile, incomplet, que les lésions sont vraiment diffuses et complexes, eh ben, on va bien sûr avoir besoin d'une imagerie complémentaire, angioscanner ou IRM, en fonction des disponibilités et en fonction de la fonction rénale du patient. Juste quelques rappels des critères hémodynamiques de sténose au niveau arto-iliaque, par exemple. On utilise la vitesse systolique maxima et le rapport des vitesses systoliques. Donc 50% de sténose, c'est une vitesse supérieure à 200, un rapport supérieur à 2,8. Une sténose à 75%, c'est un rapport supérieur à 5. Et puis à l'étage fémoropoplité, pour la sténose serrée, 75%, c'est un rapport supérieur à 4. Et 200 et 2 de rapport pour les 50%. Donc ça, c'est vraiment les chiffres de base. Mais on a souvent des tandems lésions, de l'intérêt du rapport, justement. L'analyse, eh ben, elle est anatomique. Ici, on a un gros bourgeon calcaire aortique. On sait qu'ensuite, on commence souvent l'examen au niveau fémoral commun, et quand on a d'emblée ce genre de lésion, on a une valeur prédictive positive de 92% pour une lésion hémodynamiquement significative au niveau aorto-iliaque. Alors après, est-ce qu'on arrivera bien à définir cette lésion ou pas? Est-ce qu'on aura besoin de l'angioscanner? Ce sera la deuxième étape. Les sténoses voilà, très serrées d'une fémorale sur un bourgeon calcaire, c'est classique, des vitesses très élevées, et puis le retentissement hémodynamique en aval, avec qu'on peut évaluer par le temps de montée. On mesure en fait de la base du pic au sommet du pic, et on peut avoir comme ça une quantification du retentissement hémodynamique. Donc chez le patient claudiquant, quand on a donc envisagé après un traitement médicamenteux, éventuellement une rééducation à la marche, etc., une claudication qui reste invalidante, il va falloir donc bien définir la localisation, est-ce qu'on est en arto-iliaque, en fémoropoplité ou en infrapoplité, et puis l'extension de la lésion, et donc il va falloir donner comme renseignement pour l'étage arto-iliaque, est-ce que ça concerne la fémorale commune, ou est-ce que c'est uniquement limité à l'axe iliaque, ou est-ce que ça concerne l'aorte et voire jusqu'à l'aorte interrénale. Ensuite, pour l'étage fémoropoplité, quelle est la longueur de la lésion? Ça va aussi pouvoir orienter sur le type de geste qu'on va proposer. Est-ce que ça comprend la fémorale commune, la fémorale profonde? Donc voilà. Donc on a à chaque fois localisé l'étage de la lésion et donné l'extension de la lésion pour pouvoir discuter de la prise en charge. Quand on a donc une artériopathie proximale et que l'écho-Doppler a été insuffisant et incomplet, c'est l'angioscanner qui sera la référence. En distal, on pourra éventuellement faire une ARM si jamais on a l'antenne adaptée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans le cas de calcification en proximal, c'est quand même l'angioscanner, mais en distal, c'est l'ARM qui pourra être plus performant. Et je vous ai dit, en cas de stent, là, l'ARM aura trop d'artefacts et c'est plutôt l'angioscanner qui sera privilégié. Voilà, donc les lésions aorto-iliaques, en fonction de leur étendue, inférieure à 5 cm, ici on propose d'emblée de l'endovasculaire, une occlusion étendue aux artères de l'aorte jusqu'aux artères rénales, et ben ça sera plutôt éventuellement un pontage aorto-biliaque ou bifémoral. Voilà, donc comme d'habitude, le niveau de l'étage atteint et l'extension de la lésion à préciser, quelle que soit la technique d'imagerie. Voilà, ici avec différentes modalités de l'angioscanner, on voit les gros bourgeons calcaires sur toute l'aorte sous-rénale, et à droite, on peut s'en affranchir et on voit bien l'occlusion suspendue de l'aorte sous-rénale. De la même façon, des lésions très calcifiées, étendues, que l'on peut mieux visualiser sous une autre technique. Pareil, on donnera ici aussi l'extension des occlusions iliaques externes à droite, étendue à tout l'axe iliaque à gauche. Pour le fémoropoplité, voilà, la valeur pour le SC seuil, c'est 25 cm. Plus ou moins 25 cm va orienter vers endovasculaire ou pontage. Je rappelle, là, on est dans l'ischémie d'effort, on n'est pas dans l'ischémie critique. Voilà.
Et ici, on peut également, avec l'angioscanner ou l'IRM, avoir des reconstructions de l'arbre atteint, par exemple en mode multiplanaire courbe. Ici, sur la troisième image à l'angioscanner, on voit un pontage veineux fémoropoplité. Je ne sais pas si on a la flèche. Non, ça ne marche pas sur l'écran. Ici, voilà. Un pontage fémoropoplité et des lésions sous-jacentes au pontage au niveau poplité. Alors, dans le contexte de l'ischémie critique chronique, tout d'abord la définition, donc ce sont des douleurs, des signes qui durent depuis plus de 2 semaines, avec éventuellement des lésions cutanées, des troubles trophiques cutanés, une plaie inguéale, du talon, et associé à des critères hémodynamiques, une pression à la cheville inférieure à 50 mm de mercure, voire 70 mm de mercure quand on a un trouble trophique associé, une pression au gros orteil à moins de 30 mm de mercure, une TCPO2 à moins de 30 mm de mercure. Donc voilà, ce sont les paramètres de cette ischémie critique chronique. Le consensus SFMVS-CVE préconise toujours le bilan échodoppler en première intention, puis de préférence un angioscanner et l'artériographie à visée thérapeutique et pas uniquement diagnostique. Alors bien sûr, on suggère la TCPO2 et la TCPO2 associée à la PGO, la pression au gros orteil, avec les valeurs de 30 mm de mercure. Mais qui dispose de ce matériel au cabinet? En fait, personne. Donc il y a quelques équipes vasculaires qui peuvent donner ce genre d'informations pour pouvoir ensuite classer ces patients dans cette classification Wi-Fi pour wound, ischemia et foot infection. Donc il n'y a pas que l'ischémie qui va être pronostic du patient, mais il y a aussi l'infection de la plaie, l'étendue de l'infection, et puis l'étendue du trouble trophique. Donc on classe maintenant ces patients selon cette classification. Donc quand on n'a pas ni la TCPO2 ni la pression au gros orteil, il nous reste quand même des outils simples. Donc en particulier ce qu'on appelle le pole test. Ça veut dire qu'on va enregistrer le flux ici au niveau d'une artère de l'interosseuse du premier espace, par exemple. On peut l'enregistrer au niveau de la cheville. On lève la jambe. Si on arrive à supprimer le flux avant d'arriver la jambe au zénith, c'est qu'on est en dessous de 50 mm de mercure, qui correspondent à 65 cm d'eau. Donc c'est un moyen simple de savoir si on est au-dessus ou en dessous de ces 50 mm de mercure qui définissent l'ischémie critique, avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Et un autre paramètre qui est le temps de montée systolique qu'on va enregistrer sur les artères du pied, soit les artères plantaires, la plantaire latérale en particulier, qui participe à l'arche plantaire, ou la pédieuse. Et donc, on a ici l'enregistrement avec une sonde linéaire classique, et puis le tracé, le temps de montée entre la base du pic et le sommet du pic. Et en fonction de ce temps de montée, il y a corrélation avec l'IPS et avec le stade clinique, donc avec un temps de montée qui est inférieur à 120 millisecondes, c'est en général c'est normal, les patients sont asymptomatiques. Entre 120 et 180 millisecondes, c'est une ischémie d'effort modéré, claudication large. Entre 180 et 220, c'est une ischémie d'effort mais sévère avec une claudication serrée. Et au-delà de 220-225, on est plutôt corrélé à une ischémie critique chronique avec un IPS inférieur à 0,5. Donc voilà, c'est un outil assez simple. On a tous la sonde d'échodoppler linéaire pour faire de l'exploration vasculaire et on peut l'appliquer à cette mesure. Donc ici, dans l'algorithme décisionnel, donc ça sera toujours la même chose. Est-ce qu'on peut la localisation de la lésion, le traitement endovasculaire, on ne va pas détailler ça, on pourra en parler en discussion. La thérapeutique est bien sûr orientée sur l'étendue de la lésion, avec un cas particulier pour les lésions qui sont infrapoplitées, avec des lésions donc jambières qui sont l'apanage du patient diabétique. Et donc dans ce cas, on propose, l'échodoppler étant quand même fiable sur le plan en particulier hémodynamique jusqu'en poplité, on peut très bien attester de l'absence de lésions hémodynamiquement significatives jusqu'en poplité. On est en ischémie critique, on n'est pas en ischémie d'effort, donc on doit avoir des lésions significatives dès le repos.
Donc on est fiable jusqu'en poplité. Si on l'est pas au niveau jambier parce qu'il y a trop de calcification, patient diabétique, patient hémodialysé, eh ben on passe directement à l'artériographie, mais à visée thérapeutique cette fois. Donc on passe en unifémoral de préférence, et cette fois pour une recanalisation et pas pour du diagnostic. Alors, bon, si on a le temps, on peut faire effectivement avec une botte et une antenne spécifique, une ARM, mais l'artériographie sera toujours plus performante pour bien analyser les axes jambiers. Mais là, on ne le fait pas en diagnostic, mais pendant le temps thérapeutique. Dans le cadre de l'ischémie aiguë, on a classiquement deux grands patterns, hein, c'est l'occlusion in situ ou l'occlusion embolique, avec des critères qui sont un peu une présentation différente. Hein. En cas d'embolie, en général, c'est très sévère, mal toléré, parce qu'on n'a pas de collatéralité développée, alors qu'une sténose qui s'est progressivement aggravée a développé sa collatéralité. Donc en cas d'occlusion, l'ischémie est moins sévère. L'occlusion se fait en imagerie d'une façon un peu différente, avec un aspect en queue de radis quand c'est occlusion in situ, et en cupule ou une image de rail autour du thrombus quand c'est post-embolique. On a 4 catégories ici, une classification de l'ischémie aiguë en fonction de la viabilité et des signes neurologiques en particulier, avec une ischémie 2A qui est modérément menaçante, en 2B vraiment menaçante et irréversible dans le stade 3. Et là, si on est dans une ischémie aiguë mais qui est viable, et on a le temps dans ce cas-là de faire un bilan écho-doppler, angioscanner et de proposer la revascularisation, dans les cas contraires, on va directement passer à la thérapeutique. Et on a ces deux cas de figure, une ischémie aiguë avec pouls fémoral conservé, et ben on passe en artério unifémoral homolatéral, et en fonction de l'étendue de la lésion, on fera juste thromboaspiration et puis traitement d'une éventuelle lésion in situ pour les occlusions courtes. En occlusion longue, et ben fibrinolyse et aspiration complémentaire. Et quand on a une ischémie aiguë sans pouls fémoral, on passera en crossover par la voie contralatérale pour faire le traitement chirurgical. Donc au final, c'est vraiment le couple écho-doppler angioscanner qui est maintenant la base du bilan préopératoire des ischémies d'effort ou critiques chroniques. L'écho-doppler est dans première ligne, est facilement accessible, non invasif, mais effectivement opérateur dépendant, mais tout s'apprend. L'ARM réservé aux patients insuffisants rénaux et l'artériographie à visée thérapeutique et plus diagnostique. Merci de votre attention.